Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre de SES de Terminal, comment est organisée la société française actuelle. Après avoir parlé des différents critères de structuration et de hiérarchisation de l'espace social en France, nous allons nous intéresser aux théories traditionnelles de la structure sociale, notamment celles de Karl Marx et de Max Weber. La première chose qu'il convient sûrement de dire sur la théorie de la structure sociale de Karl Marx, c'est qu'elle est fondée sur le principe que la structure économique détermine l'ensemble de la structure sociale. Les rapports de force et les conditions de travail, les relations économiques qui lient les différents acteurs déterminent l'organisation de l'ensemble de la société. Par conséquent, le concept de classe sociale est au cœur de sa théorie de la structure sociale. Alors je vais commencer par donner une définition assez large de cette notion, puisqu'elle est utilisée par d'autres auteurs comme Max Weber, mais avec quelques nuances. Donc pour l'instant, je vais donner une définition qui s'applique aussi bien à l'approche de Karl Marx qu'à celle de Max Weber. La définition qu'on peut donner ainsi des classes sociales, c'est un ensemble de personnes possédant des conditions de travail et des conditions de vie similaires, et partageant des intérêts communs. Je répète donc, une classe sociale est un ensemble de personnes partageant des conditions de travail et des intérêts similaires et ayant des intérêts communs. Voilà. Donc ça, c'est une définition assez large de classe sociale. Maintenant qu'on a posé ces bases, on va pouvoir aller un peu plus loin dans la théorie de la structure sociale de Karl Marx. Karl Marx se concentre notamment sur la relation entre deux classes sociales. D'un côté, la bourgeoisie, donc voilà la définition qu'il en donne, la classe des capitalistes modernes, propriétaires des moyens de production sociale qui emploient le travail salarié. Si on reformule un peu, moi la définition que je donnerais, que vous pouvez réutiliser, qui est peut-être plus simple à retenir que celle-là, c'est la bourgeoisie et la classe sociale qui regroupe les personnes qui possèdent les moyens de production et qui exploitent la force de travail des prolétaires. Donc voilà, la classe sociale qui regroupe les personnes qui possèdent les moyens de production et qui exploitent la force de travail des prolétaires. Et à côté de ça, donc logiquement, vous avez le prolétariat qui désigne, donc selon les termes de Karl Marx, la classe des ouvriers salariés modernes qui, privés de leurs propres moyens de production, sont obligés pour subsister de vendre leur force de travail. Donc ça, c'est la définition de Marx dans le texte. Si on reformule un peu pour simplifier à nouveau, le prolétariat est la classe sociale qui regroupe les personnes n'ayant pas les moyens de production et qui sont obligées de vendre leur force de travail. Voilà. Les personnes qui n'ont pas les moyens de production et qui sont obligées de vendre leur force de travail. Donc là déjà, comme vous le voyez, bourgeois, capitaliste, c'est la même chose. On peut utiliser les deux termes sans vraiment distinction. Et prolétaire, ouvrier, c'est la même chose à peu près. On peut aussi utiliser les deux termes à peu près sans distinction. À côté de ça, il faut sûrement préciser que Karl Marx reconnaît l'existence d'autres classes sociales. On peut ainsi évoquer la situation de la petite bourgeoisie qui regroupe les commerçants et artisans et des paysans agriculteurs. La particularité notamment de ces deux classes sociales, c'est de posséder les propres moyens de production, comme les capitalistes, mais au lieu d'exploiter la force de travail de quelqu'un d'autre, d'être assez riche pour pouvoir exploiter la force de travail de quelqu'un d'autre, ce sont des personnes qui exploitent leur propre force de travail, qui travaillent à leur compte, et donc dans cette situation intermédiaire, à la fois on possède les moyens de production contrairement aux prolétaires, mais on n'est pas non plus assez riche pour exploiter la force de travail de quelqu'un d'autre. Si Karl Marx se concentre sur l'opposition entre bourgeois et prolétaires et mentionne, mais laisse plus ou moins de côté des classes sociales comme la petite bourgeoisie ou les paysans agriculteurs, c'est à la fois pour des raisons politiques, puisque Karl Marx, sa particularité, c'est que en dehors d'être un sociologue, un économiste, c'est aussi un homme engagé politiquement qui cherche par conséquent à poursuivre et à faire avancer certains buts politiques. C'est aussi parce qu'il pense qu'il va y avoir finalement un mouvement de polarisation et que par exemple des classes intermédiaires comme la petite bourgeoisie soit vont s'enrichir suffisamment pour rejoindre les rangs de la bourgeoisie et des capitalistes, soit au contraire, face à la concurrence des capitalistes, vont s'appauvrir et vont finir par rejoindre et tomber dans les rangs du prolétariat. On peut aussi évoquer, en passant rapidement, d'autres classes sociales comme le clergé, les fonctionnaires, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, Karl Marx se concentre sur la structure économique, considère que c'est la structure économique qui détermine l'organisation de la société, et par conséquent, ces classes sociales qui ne sont pas directement déterminées par leur position économique ont quand même surtout
pour rôle et pour fonction de légitimer le système de production, de légitimer la structure économique et notamment du coup la domination de la bourgeoisie et des capitalistes. Donc du coup, voilà, ce sont des alliés des capitalistes et par conséquent, on peut les laisser de côté et vraiment se concentrer sur l'opposition entre bourgeois et prolétaires. Pour comprendre l'opposition entre bourgeois et prolétaires, ce qu'on va appeler la lutte des classes, on va revenir rapidement sur la définition de chacune de ces classes sociales. D'un côté, on a les prolétaires qui, comme on l'a dit, n'ont pas les moyens de production et sont obligés, pour subsister, pour gagner leur vie, de proposer sur le marché du travail leur force de travail. De l'autre côté, vous avez les bourgeois qui, eux, possèdent le capital financier, industriel, les usines, les machines, etc. et vont être assez riches pour exploiter la force de travail des prolétaires. De cette combinaison entre capital et travail va découler une activité de production, comme on l'a vu dans d'autres chapitres en économie. Et donc, qui dit production, dit création de richesses, revenus qui vont être répartis du coup entre les bourgeois qui apportent le capital et les prolétaires qui apportent le travail. Donc Marx va dire qu'il faudrait donner l'essentiel des revenus aux prolétaires car c'est avant tout grâce à leur travail qu'il y a création de richesses. Vous allez avoir à l'inverse d'autres économistes libéraux qui vont dire que c'est plutôt grâce à l'apport de capital qu'il va y avoir création de richesses. On peut en tout cas mettre les arguments de part et d'autre de côté et dire que le problème c'est qu'en tout cas ce sont les bourgeois qui contrôlent la répartition des revenus. Et ils vont notamment chercher à augmenter leurs profits en maintenant un niveau de revenus pour les prolétaires le plus bas possible, afin justement d'augmenter leurs profits et pouvoir aussi accumuler des richesses, du capital et réduire aussi la part du travail dans le système, le processus productif. À l'inverse, vous allez avoir les prolétaires qui vont naturellement vouloir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Mais, comme j'ai dit, pour Marx, l'organisation de la structure économique du système de production détermine l'organisation de l'ensemble de la société. Par conséquent, pour résoudre cette question de la répartition des revenus, pour permettre aux prolétaires d'avoir de meilleurs revenus et de meilleures conditions de travail, on ne peut pas se contenter, même si c'est évidemment un premier pas bienvenu et nécessaire, d'action au niveau d'une seule entreprise. De dire on va faire des grèves sur une entreprise pour améliorer les revenus et les conditions de travail dans cette entreprise. Car de toute façon, c'est l'ensemble du système de production capitaliste qui repose sur le principe de l'exploitation de la force de travail des prolétaires. Par conséquent, il faudrait changer le système de production, changer l'organisation de la société pour permettre aux prolétaires d'avoir de meilleures conditions de travail et de meilleures conditions de vie. Et donc c'est là qu'on retrouve cette notion de lutte des classes, d'affrontement entre les bourgeois et les prolétaires, qui du coup voilà non seulement s'affrontent sur la question de la répartition des revenus, mais de façon plus générale sur l'organisation de la société. Je m'interromps un instant très rapidement juste pour vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, merci de l'indiquer en laissant des petits thumbs up et voire un commentaire. Mais pour que justement il y ait cet affrontement entre les bourgeois et les prolétaires, que notamment les prolétaires s'organisent pour défendre leurs intérêts et essayer de changer le système de production et l'organisation de la société, il faut que ces prolétaires passent du stade de classe en soi à celui de classe pour soi. J'explique ce que ça veut dire. En gros, la classe en soi, c'est une définition objective en fonction de la position dans le processus de production. Soit vous possédez les moyens de production et vous exploitez la force de travail des autres, dans ce cas vous êtes du côté des bourgeois, soit vous êtes au contraire du côté des prolétaires parce que vous n'avez pas les moyens de production et que vous êtes obligé pour gagner votre vie de vendre votre force de travail. Et donc ça c'est objectif, c'est juste le système de production qui détermine à quelle classe sociale vous appartenez. Et spontanément vous allez avoir les membres de chaque classe sociale qui vivent leur vie, chacun de leur côté, qui ne se rendent pas compte qu'ils font partie d'une même classe sociale. Mais justement, en étant réunis dans une même usine, progressivement, les ouvriers vont développer des liens entre eux, vont se rendre compte qu'ils partagent les mêmes conditions de travail, les mêmes conditions de vie, et que finalement, pour changer ces conditions de travail, ces conditions de vie, il faut s'opposer aux bourgeois et aux capitalistes. Et ils vont donc passer au stade de classe pour soi, qui a une définition plus subjective, où la classe sociale va à la fois affirmer une identité commune, une culture ouvrière et surtout va s'organiser à travers des syndicats, à travers des partis politiques pour défendre ses intérêts. Donc on passe d'un ensemble de personnes qui est juste défini de façon objective par la position dans le système de production
à des personnes qui s'organisent pour défendre leurs intérêts et affirmer une identité commune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, ça c'était une version simplifiée, abrégée de la théorie de la structure sociale de Karl Marx. C'est suffisant évidemment pour répondre aux questions qu'on pourrait vous poser à ce sujet au niveau du bac. Mais évidemment, si vous regardez dans l'œuvre de Karl Marx, vous avez des choses qui sont plus complexes, plus approfondies. Mais là, pour les bacs de SES, c'est l'essentiel que vous devez maîtriser. Donc moi, je vous souhaite du coup une bonne journée et à bientôt.